Donc là, nous allons pouvoir passer en fait à la partie sur les leviers de réussite par rapport à un projet de démarche du numérique. Donc, on va faire appel à l'association Evaleco, en la personne de Gilles Orazi et Philippe Chemla, qui vont vous présenter en fait les apports de l'éducation populaire par rapport à la médiation du numérique. Ce sera suivi par une intervention des représentants du SICTIAM sur l'externalisation des services, notamment par, alors je ne veux pas écorcher leur nom, donc Laurent Ferraud et Stéphane Vangeluve, et de Pierre Pintaric, qui viendra enrichir le débat. Et enfin, on abordera la question cruciale, je dirais même essentielle, je suis partie prenante, CNFPT, de la formation, avec Monsieur Meyer, qui abordera les effets leviers aussi par rapport à la formation dans une démarche numérique. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis quand même étonné de ce que j'ai entendu depuis ce matin, et pour ne faire référence qu'à la dernière intervention sur la French Tech, de voir à quel point, en définitive, les démarches se rejoignent, sans qu'on utilise forcément le même vocabulaire, les mêmes mots, mais qu'au bout du compte, par des portes d'entrée différentes, on finit par s'orienter de façon un petit peu convergente, comme par exemple essayer de travailler avec une collectivité territoriale pour valider un besoin et essayer de co-construire un projet qui soit pertinent. Merci en tout cas au CNFPT de nous avoir invités pour essayer d'expliquer ce que l'économie sociale et solidaire et l'éducation populaire sont capables d'apporter aujourd'hui, comment en tout cas ces démarches viennent enrichir les démarches et les connaissances sur ce qu'on est quand même bien obligé d'appeler une révolution. Certains parlent de troisième révolution numérique. Nous, à partir du terrain, dans notre façon d'approcher les choses, on remonte malgré tout au pourquoi. Et ce pourquoi, c'est quand même des technologies qui sont apparues, qui sont apparues très vite, sur 20 ans, 25 ans maximum, et qui nous impactent sans que peut-être on ait le temps de l'adaptation. Et en même temps, ça a été exprimé plusieurs fois dans la journée, on met en perspective à nouveau des évolutions et des modifications en termes d'outils, de plateformes, vous en avez fait référence plusieurs fois, ce qui veut dire que en même temps qu'il nous faut nous adapter à ce qui vient de se passer dans les années précédentes, il nous faut en même temps nous projeter vers les évolutions qu'on est capable de mettre en perspective. Comment faire ? On est bien dans une démarche de formation continue, de formation tout au long de la vie, et une formation qui doit prendre en compte les capitaux culturels, sociaux d'une population au sens large, depuis les seniors jusqu'aux jeunes générations, et comment on arrive à apporter des éléments de solution à tout ça. Nous, on a quand même vérifié qu'une des idées reçues, c'est qu'en termes de fracture numérique, la fracture générationnelle n'existait pas franchement. Il nous semble avoir vérifié que, quelles que soient les classes d'âge, on va retrouver une distribution équivalente de personnes totalement réfractaires, de personnes avec des difficultés et de geeks convaincus qu'on ait 18 ans ou 70 ans. Or, dans la pensée habituelle, on se dit que les jeunes, ils sont nés avec une tablette dans le berceau, ils n'auront aucun problème, que les personnes plus âgées, elles n'ont pas eu cette chance et que donc elles sont à la ramasse. C'est faux. Ça nous oblige à regarder dans les formations, dans les accompagnements ou dans les médiations que nous sommes amenés à mener, notre regard, une autre vision, de façon à mieux répondre à chacun des individus et pas simplement à une masse. Et je pense que c'est un des enjeux auxquels vous avez à répondre quand vous évoquez la nécessaire formation des agents territoriaux, qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi des habitants, qui sont des hommes et des femmes comme tout le monde, sauf que dans un cadre, vous les abordez dans un cadre professionnel particulier. Or, en fait, vous avez à répondre aux mêmes enjeux. Comment vous arrivez à
adapter les formations que vous êtes amenés à prodiguer en tenant compte du fait qu'on est tous divers, multiples et hétérogènes. Voilà. Dans notre approche, on essaye aussi de se poser la question du pourquoi de tout ça. Comment dire, les propositions que l'on fait, ce qui nous différencierait peut-être en termes de finalité de ce que fait la French Tech, c'est qu'on pose malgré tout l'utilité sociale de nos initiatives comme préalable, et pas forcément aller sur le marché et aller sur le marché vite. C'est une petite différence. Ce que j'ai pu noter aussi, après avoir écouté depuis ce matin, c'est la question de la fracture. On a beaucoup parlé de l'équipement des territoires, et notamment des territoires ruraux. Il nous semble que la question de l'accès n'est pas uniquement là, la problématique n'est pas uniquement là. Le fait d'avoir une connexion ne résout pas la question de l'appropriation. On est sur deux problématiques différentes. Une problématique d'investissement, d'infrastructure, et une autre problématique est une problématique de sciences sociales, et on ne parle pas de la même chose. Aujourd'hui, la diffusion massive des objets techniques, ça ne débouche pas systématiquement sur une uniformisation des pratiques. J'aurais mieux fait de le lire tout de suite. Voilà, et donc dans notre démarche, on essaye de tenir compte de deux choses. On essaye de tenir compte d'une dimension microsociologique, c'est-à-dire celle qui concerne les pratiques et les représentations des objets techniques de chacun des individus, et aussi d'une approche qui, elle, est plus macro-sociologique et qui est plus sur la représentation sociale, sur les matrices culturelles, donc quels rêves on construit, vers quel projet collectivement on se dirige, et c'est à l'intérieur de ce projet que les pratiques individuelles trouvent du sens. C'est pas un scoop, hein. Ça les sociologues l'ont documenté depuis plusieurs décennies. On se rend simplement compte que la dimension numérique n'est pas exclusive des dimensions culturelles, économiques. Voilà, le capital culturel, le capital social dont on dispose, eh bien, on va retrouver exactement cette même problématique quand on va faire une réflexion autour du numérique, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà ce que je vous souhaitais mettre en perspective sur les apports de l'économie sociale et solidaire sur cette thématique large, à la fois de la formation, mais aussi sur l'émergence de projets, parce que l'économie sociale et solidaire, elle aussi, a une démarche de projet au service des territoires et toujours dans une démarche d'utilité sociale dont Gilles va pouvoir donner quelques exemples. Oui, moi ce dont je voulais vous parler, c'est le côté pratique de comment on fait, nous, dans l'éducation populaire, pour essayer de mettre en pratique ce que Philippe vient de vous dire. Et on travaille sur plusieurs axes. On travaille sur l'acceptabilité du sujet, en l'occurrence du numérique. On travaille sur le pouvoir d'agir des gens, c'est-à-dire sur la technicité, les usages, et on travaille aussi au sens qu'on donne à cet outil. Et alors pour faire ça, on a plusieurs moyens. D'abord, on essaye de faire en sorte que les personnes, on s'adapte à chacun d'entre eux évidemment, mais on fait en sorte qu'il y ait une appropriation des mécanismes qui soient mis en jeu. Par exemple, quand on va parler d'ordinateur à quelqu'un, on va essayer de faire en sorte qu'il comprenne comment ça fonctionne. On va essayer d'un peu de le faire passer derrière le rideau, de façon simple et abordable, notamment par exemple en lui permettant d'ouvrir un ordinateur, ce que personne ne fait quasiment jamais chez soi, sauf si on est un geek. Et puis on va lui expliquer les composants, le flux d'informations à l'intérieur, à quoi sert chacun des éléments, de façon à ce qu'il puisse s'approprier l'outil et s'en faire lui-même une image. Et de cette manière, on peut travailler sur les enjeux, sur les potentiels des technologies. On peut travailler aussi sur les nouvelles problématiques que ça induit et les faire comprendre de façon beaucoup plus concrète. Voilà, et ça permet en même temps
de travailler le sentiment de légitimité. C'est-à-dire que les gens souvent sont réticents à venir s'accaparer des nouvelles choses, des technologies, simplement parce que voilà, ils se sentent pas légitimes pour l'utiliser, ils ne se sentent pas légitimes pour en faire un usage tel qu'il est prévu. Et c'est d'autant plus important qu'on a entendu ce matin dire à plusieurs reprises qu'il était important que les usagers, que les différents acteurs, les différentes parties prenantes d'un projet puissent participer à la construction de ce projet. Mais si on ne se sent pas légitime pour intervenir dans un collectif, c'est strictement impossible. Il y a des barrières énormes à la co-construction dans ce cas-là. Et avoir cette approche d'éducation populaire, ça permet à tout le monde de pouvoir se sentir légitime, au moins un petit peu, et de pouvoir venir interagir avec le collectif. Voilà. Donc on travaille dans ce sens à la fois sur les usages et à la fois sur la participation. Voilà, et évidemment, on n'oublie pas qu'on travaille aussi de cette manière sur la mise en pratique, c'est-à-dire l'appropriation des logiciels, des applications mobiles, qui permet évidemment les usages. Voilà. Donc sur la méthode, je vous l'ai dit, on essaye de faire passer des personnes de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire on essaye d'expliquer, de prendre le temps d'ouvrir un ordinateur, d'essayer de comprendre ce que fait un navigateur Internet quand on fait une requête dans un moteur de recherche ou qu'on va sur un site web, par exemple. Ça permet d'ouvrir les personnes aux enjeux. Alors, il y a simplement deux choses qui sont impliquées par ça. C'est qu'il faut à la fois des lieux pour ce type de médiation, parce qu'on parle du coup de médiation numérique dans ce cas-là. Et il faut des lieux et il faut des personnes. Et sur les lieux, je vous signalais simplement deux types de lieux qu'il y a déjà dans une grande partie des communes et des collectivités. Le premier, c'est les établissements publics numériques qui sont sur la plupart des communes ici. Ici, c'est un dispositif régional qui s'appelle le dispositif ERIC. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est des lieux de médiation où les usagers peuvent venir, les personnes en difficulté ou qui ont des difficultés d'appropriation à l'usage. Voilà, c'est des lieux où on vient, qui sont là pour essayer de diminuer les fractures. Voilà. L'autre type de lieux qui sont un peu plus nouveaux, c'est les Fab Labs et les Living Labs, qui ont cette démarche aussi d'appropriation des technologies, d'appropriation de la fabrication numérique, pour le coup, qui permettent à chacun de pouvoir passer aussi de l'autre côté du miroir et de s'approprier la fabrication, les technologies, de manière à devenir acteur et peut-être de transformer chaque individu en contributeur à une communauté de bricoleurs, d'usagers, pour permettre de changer les pratiques dans le sens qui est celui qui est induit par les technologies numériques. Voilà, à titre d'exemple, nous, sur le Pays de Grasse, on est une association qui s'intéresse au développement durable et à la transition écologique au sens large, et on développe un Fab Lab et des ateliers de fabrication numérique qui permettent aux gens de venir s'approprier les nouvelles technologies et de venir familiers et de pouvoir contribuer par la suite à des projets nouveaux. On en profite pour essayer de pousser des projets, de travailler sur des projets socialement utiles, comme des objets connectés pour les acteurs du réemploi et pour l'économie circulaire. Un projet qu'on a appelé Recycloud, qui avait été présenté, ou je ne sais plus, monsieur, à Innovative City. On travaille aussi sur des projets de drones pour lutter contre le frelon asiatique, par exemple. Enfin, voilà, on a quelques projets comme ça, un projet de séchoir solaire en open source. On a quelques projets comme ça qui servent à la fois d'expérimentation et en même temps de support pédagogique, exactement, pour permettre à toutes les personnes d'avancer. Voilà, je voulais aussi vous pointer le fait qu'il y a besoin de médiateurs, c'est-à-dire de personnes, d'animateurs qui soient compétents dans les technologies numériques, qui soient compétents
pour faire passer toute cette information auprès des usagers, et notamment auprès de ceux qui sont le moins compétents en la matière. Et donc c'est un défi pour la formation. Et c'est un défi aussi pour le CNFPT certainement, parce que ces médiateurs, ils doivent être aussi parmi vous, parmi nous tous, qui nous devons de diffuser les usages et les technologies. Voilà. Donc, bonjour à tous, Laurent Ferraud. Je viens du département des Alpes-Maritimes. J'ai également une mission au CICTIAM. Mon propos, donc, pour vous entretenir du volet solidarité numérique territoriale. On l'a beaucoup évoqué depuis ce matin. On a beaucoup parlé de menaces, de fractures. On a également parlé de valeurs de performance, d'innovation. Donc il s'agit de voir comment, à travers les différents leviers de réussite pour la mise en place de ces nouvelles technologies, pouvoir construire ce nouveau service public numérique qui est à l'honneur aujourd'hui. Et je dirais en préliminaire de cette présentation que le défi consiste à rassembler, à faire converger différentes valeurs. Quand on dit service public, les lois du service public sont les lois de l'égalité, de l'adaptabilité, de la continuité du service. Et face à ces enjeux historiques, traditionnels du modèle français du service public, se trouvent aujourd'hui des enjeux de modernisation, des enjeux d'innovation, de performance, de productivité, avec à la fois les contraintes européennes, on va dire, de subsidiarité de l'intervention publique par rapport à l'initiative privée, et puis la contrainte financière, qui est aujourd'hui de plus en plus pesante. Donc, la stratégie aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, puisque je vais me limiter au territoire des Alpes-Maritimes dans cette présentation, a été définie en juin 2013 avec un SDAN, un schéma départemental d'aménagement numérique du territoire, qui vise de par la loi à rendre cohérentes les initiatives publiques et privées de déploiement du très haut débit. Les initiatives privées concernent une bande littorale, principalement dans les Alpes-Maritimes, on va le voir, et les initiatives publiques, justement, concernent à peu près les trois quarts du périmètre départemental. Le choix a été fait en décembre 2014 d'évoluer vers un modèle 100% fibre optique. Donc un rapide mot sur la fibre optique, c'est un saut vers une nouvelle ère technologique. Le droit européen parle de réseau de nouvelle génération. La fibre, c'est un fil de lumière, on va dire, qui est conduit dans un fil plus fin qu'un cheveu, de quelques dizaines de microns, qui permet de quitter toutes les contraintes que l'on connaissait sur les technologies cuivre, avec là l'électron et non pas le photon, c'est-à-dire l'affaiblissement d'un signal sur la distance et donc des discriminations pour les abonnés. Donc le très haut débit fibre optique, c'est avant tout un outil d'égalité du territoire, des territoires qui ont une perspective de sérénité technologique, si je peux me permettre l'expression, sur les 40 prochaines années. Ces territoires bénéficient de tous les avantages du très haut débit fibre optique, que sont des débits plus élevés. Physiquement, ils sont quasi illimités, puisque leur limite ne tient qu'aux équipements actifs qu'il y a de part et d'autre du réseau. Des débits donc de meilleure qualité à la vitesse de la lumière, donc des vitesses sans affaiblissement aujourd'hui, pas de contrainte de perturbation de champs électromagnétiques. Et puis un gros avantage de cette technologie, à la différence de l'ADSL, le A2ADSL c'est asymétrique, donc là on est sur des débits symétriques, donc aussi rapide dans un sens descendant du réseau vers l'abonné que dans un sens remontant de l'abonné vers le réseau. Donc l'impact de ces réseaux de nouvelle génération se mesure principalement sur les principaux critères de choix des nouvelles applications numériques qui reposent sur des critères de temps d'accès et sur des critères de volume de données échangées. C'est comme ça qu'on parlait beaucoup de streaming ce matin. On peut parler également de cloud, où plus l'on décentralise le besoin, plus on a besoin d'une intelligence dans le réseau et de réseaux à nouvelle capacité justement de transport. Un autre critère également, au-delà du temps d'accès, au-delà des volumes de données échangées, pourrait être celui de la sécurité. Stéphane Vangelus va en parler tout à l'heure. La sécurité et la confiance dans le réseau. On est entre collectivités, justement. Si on construit un réseau, on doit pouvoir l'utiliser à plein, de façon optimale, sans problématique de sécurité. Ce slide vous montre ce qui s'est passé entre 2005 et 2008 au Japon. Le Japon était un pays qui était très bien pourvu en réseau capillaire cuivre. Et on voit, c'est la courbe bleue, qu'à partir de la fin 2005, les abonnements au cuivre se sont stabilisés puis ont rapidement diminué. En même temps, des réseaux optiques étaient en déploiement et en juin 2008 exactement, il y a eu plus d'abonnements au réseau très haut débit fibre optique, donc la fibre jusqu'à l'abonné,
au détriment des anciens abonnements historiques du réseau téléphonique qui n'étaient pas au départ conçus pour diffuser l'Internet et l'Internet très haut débit notamment. Vous avez en parallèle la situation aujourd'hui où l'on compte en France environ 24 millions d'abonnements au haut débit Internet, donc tout compris, hein, toute technologie confondue. Et quand on parle de très haut débit, donc c'est-à-dire 30 mégas descendants à l'abonné, on est aujourd'hui, en cumulant les technologies câbles modernisés, le VDSL, donc quand on va dans les derniers retranchements de la technologie cuivre DSL, également tout ce qui est donc câble modernisé, VDSL et donc fibre également. On obtient, sur la fibre, pardon, on obtient environ 1,3 million d'abonnés. On a franchi le million d'abonnements au FTTH, au réseau fibre très haut débit à l'habitant, à peu près à la fin du premier semestre 2015. Donc la courbe commence à démarrer avec des progressions d'abonnements de près de 60% par an, hein, puisque les 57% au dernier trimestre 2015 faisaient également suite à une progression très sensible en 2014. Voilà. On entre un peu plus dans la réalité du local avec la stratégie départementale que je vous évoquais tout à l'heure. Nous avons l'ambition, et cette stratégie donc a été votée fin 2014, hein, d'avoir un territoire qui serait le premier, potentiellement le premier département rural de France entièrement raccordé à la fibre optique à l'horizon 2021. C'est-à-dire que l'on est censé construire un réseau qui va impacter 99 communes rurales du département, où les opérateurs privés ne déploieront pas, hein, puisque eux déploieront sur seulement 64 communes qui impactent 23% du territoire, mais un peu plus de 90% des prises. Donc nous avons l'ambition d'aller aussi vite que les opérateurs iront sur la bande littorale, sur les 3/4 du territoire dépourvu de toute intention d'investir privé. C'est, j'allais dire, une première en France pour un territoire rural. Nous savons tous que les Alpes-Maritimes ont une forte connotation rurale. Depuis Paris, ce n'est pas forcément toujours su, mais en tout cas, voilà, ce serait un véritable défi qui a l'opportunité de nous permettre une approche complètement homogène en termes d'usage et de service, une approche très cohérente, puisque on pourrait mettre cette situation en comparaison avec d'autres territoires qui, eux, se caractérisent plutôt par une cartographie, on va dire, peau de léopard, avec une mixité dans l'intervention publique-privée qui ne révèle pas cette homogénéité que nous vous présentons ici. Donc cette progression va se faire en 6 ans, donc jusqu'en 2021. Elle va s'appuyer sur 3800 km de fibres à mobiliser. Le principe va être d'abord de mobiliser l'existant, c'est-à-dire louer principalement le réseau historique, hein, le cuivre que l'on va transformer en réseau optique. Sur ces 3800 km, on va avoir un besoin dont Stéphane va vous parler, de réaliser en génie civil environ 400 à 500 km de nouveaux réseaux. Et à la mi-temps de ce projet, donc au bout des 3 ans qui nous séparent de l'année 2018, c'est un engagement qui est pris avec l'Union européenne qui va nous subventionner, d'arriver à peu près à la moitié des prises, des 75 000 prises raccordées, et à peu près 60% des sites publics en jeu, soit environ 400 sites sur les 680 recensés. L'objectif également, puisque la dimension économique, les entreprises sont des acteurs importants qui sont prioritaires, j'allais dire, dans les connexions très haut débit, surtout lorsqu'on est en milieu rural. Voilà, à leur égard, nous aurons l'ambition d'avoir une entreprise sur 2 raccordable d'ici 2018. Et pour enchaîner sur le discours de Laurent, ce que ces 3 schémas m'inspirent, et suite aux discussions qu'on a tous eues ce matin, c'est plutôt le réseau du Haut-Pays niçois. C'est un réseau qui est connecté au littoral. Et donc la construction d'un réseau télécom très haut débit, c'est aussi un élément de solidarité qui va rapprocher les territoires du Haut-Pays des territoires littoraux. La deuxième inspiration que ce slide m'apporte, c'est que ce réseau va être construit avec des engagements fermes. J'ai entendu donc parler des engagements des opérateurs sur la bande littorale, qui sont des engagements à 2021, mais avec assez peu de contraintes. Les engagements que le public prend sur la zone publique sont garantis par les différents engagements pris vis-à-vis des subventionneurs. L'État nous impose des délais de 6 ans, l'Europe de 3 ans.
Et les EPCI avec lesquels nous avons signé des conventions territoriales d'investissement ont eux aussi fléché un certain nombre d'engagements. Il y a une opportunité qu'il ne faut pas rater lorsqu'on va construire ce réseau et qui tient particulièrement à cœur du CICTIAM. Le CICTIAM, c'est une des seules structures opérant un réseau, enfin créant un réseau d'initiatives publiques et venant du monde des usages et des services. Lorsqu'on nous a confié cette mission, on a pour mission de construire un réseau pour les particuliers et les entreprises. Mais en parallèle de ça, on est persuadé qu'il ne faut pas que les collectivités locales ratent l'occasion de s'approprier ce réseau pour construire les usages publics de demain à moindre coût. Le montage un peu particulier juridique dans lequel se construisent ces réseaux pourrait facilement permettre provoquer une désappropriation de ce réseau des collectivités locales, puisqu'on va se trouver dans des formules concessives où un opérateur privé va construire, exploiter, commercialiser, ou un petit peu comme dans le cas du CICTIAM, dans des formules plus souples d'affermage, où le public va construire et un opérateur privé va commercialiser. Attention, il faut donc conserver la capacité à utiliser pour les collectivités locales ce réseau pour des usages publics. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces usages publics ? Il y a beaucoup de choses. D'abord, la première chose auquel on croit, c'est qu'il faut créer un réseau public de confiance. Aujourd'hui, on a sur le département des tonnes de structures, la métropole, le Sophia Antipolis, le CICTIAM, qui ont chacun leur propre réseau fermé, l'État et d'autres organismes, et qu'à chaque fois qu'on veut interagir, c'est super complexe. Vous commencez à demander, s'il vous plaît, un responsable informatique et vous ne pouvez plus avancer. Donc là, pour moi, la première difficulté qu'il faut absolument qu'on aplanit en créant ce réseau public départemental, c'est de créer ce réseau de confiance dans lequel on va pouvoir s'échanger, stocker de l'information en toute confiance et garantir la sécurité, la confidentialité des données qui seront échangées. Le deuxième point qui est très important pour moi, c'est que le principal frein au déploiement des usages numériques, c'est leur coût. On sait tous que créer de l'informatique et du logiciel, ça ne coûte pas trop cher. Créer des réseaux, ce projet-là vaut 100 millions d'euros, il faut l'amortir. Pour l'amortir, un opérateur privé classique vous loue des liens optiques à un prix de marché aujourd'hui entre 800 et 1500 euros par mois en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc là, l'idée, c'est à travers le réseau public qui a été financé par le public, de réussir à ne pas s'en faire déposséder et de pouvoir le remettre à disposition des collectivités et des autres organismes publics du département au moindre coût. Bon, forcément, ce réseau public qui doit améliorer le fonctionnement interne des institutions. Le réseau public, non seulement il doit faire du réseau, mais il doit être accompagné d'usages. Donc on réfléchit aujourd'hui fortement à l'accompagnement de ce réseau public d'une box publique de confiance qui va, dès l'activation des premières prises, on le souhaite, apporter un certain nombre de services innovants. Alors innovants parce qu'ils n'existaient pas auparavant, pas forcément parce qu'ils sont très dans l'esprit start-up, mais ramener à tout le monde dans le haut pays, la vidéosurveillance, les plateformes, la télétransmission, etc., etc. La façon dont on a imaginé la mise en œuvre de cette box publique de confiance repose sur une première brique aujourd'hui qui est acquise, qui est la négociation avec notre opérateur privé qui va exploiter ce futur réseau et qui s'appelle Altitude, d'un tarif spécifique d'accès à l'ensemble de l'offre de ce catalogue. Alors, je vais jargonner un tout petit peu, mais on va pouvoir acheter ou de la fibre optique nue, ou du lien haut débit grand public, donc du 100 mégas mais comme à la maison, ou du 100 mégas symétrique à des tarifs défiant toute concurrence, puisque le 100 mégas symétrique sera pour les adhérents du CICTIAM à environ 150 € par mois, au lieu des prix que je vous ai annoncés tout à l'heure. On souhaite aussi que ce projet soit exemplaire dans sa mise en œuvre. Et donc, pour assurer une cohérence à la fois entre les réseaux qui vont se développer
sur le haut pays et sur le littoral et éviter une fracture dont on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais une fracture qui pourrait apparaître sur le moyen pays. Vous avez entendu que donc, les opérateurs publics ont des engagements pour avoir terminé leur déploiement en 2021. Bon, les opérateurs privés n'ont pas ces mêmes engagements et on risque en 2021 d'avoir une zone intermédiaire qui ne soit pas tout à fait terminée. Et donc dans le projet, forcément, le CICTIAM est impliqué dans le suivi des déploiements des opérateurs privés. Continuer à mobiliser l'ensemble des acteurs publics qui nous accompagnent dans ce projet. C'est un projet en multiples gouvernances avec la région, l'Europe, l'État, le FEDER et les EPCI. Et donc on souhaite être aussi vertueux que la vertu qu'on demande aux opérateurs privés. Et donc on va, durant tout le processus de déploiement, avoir des réunions très régulières et des retours d'informations et des échanges avec l'ensemble des acteurs publics qui nous ont fait confiance. Et le dernier sujet pour moi, c'est que pour réussir un projet de ce type-là, qui est d'environ 100 millions d'euros, c'est un chiffre qui parle, ce sujet n'est possible que si les pratiques de mise en œuvre sont vertueuses, c'est-à-dire qu'on cherche l'économie dans les déploiements. Alors, la première économie nous est offerte par Orange qui nous met à disposition, moyennant location, ces infrastructures, mais l'économie peut aussi venir des acteurs publics qui peuvent profiter de leurs travaux pour demander au CICTIAM s'il ne peut pas y avoir un intérêt à faire de la mutualisation de travaux. Voilà ce que j'avais à dire sur l'ensemble du projet. Peut-être citer l'ensemble de nos partenaires. Donc c'est l'ensemble des EPCI concernés par la zone publique sur les Alpes-Maritimes. C'est un sujet qui est peut-être innovant aussi en France. On est le réseau des Alpes-Maritimes est subventionné à hauteur de 25% par les EPCI.